Il y a un formateur il n'y a pas longtemps qui m'a dit le propre d'un formateur, c'est de travailler à son inutilité. Et moi, j'ai trouvé cette phrase, c'est tout à fait ce que je voulais dire. En fait, c'est ça. C'est pas d'être humble au sens je sers à rien, ils en savent plus que moi et tout. Non, à un moment, faut être quand même conscient de ses compétences, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu, de ses qualités. Voilà. Mais le propre d'un formateur, pour moi, c'est d'être présent et l'objectif, il est OK, il est réussi quand en fait on s'efface et que la personne, elle avance, elle a plus besoin de nous. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Je trouve que les personnes avec qui échanger autour de la pédagogie, à hauteur de ce que ça représente à mes yeux, la transmission, ce sont des personnes qui sont rares et précieuses, avec à la fois le sens de la responsabilité et même la conscience de la responsabilité de ce que représente le fait d'accompagner l'autre sur son propre chemin d'apprentissage. Et puis aussi de le faire avec beaucoup d'humilité, parce que même si on va au charbon quand on donne nos cours, nos stages, nos formations, on ne va pas éteindre des feux non plus. Et puis, rares sont les personnes aussi, je trouve, à associer, mais aussi à savoir distinguer ce qui appartient de l'humain, de ce qui se joue dans la relation pédagogique, des biais que l'on a, des projections que l'on peut avoir, de ce qui appartient aux outils concrets, presque factuels, tangibles, nécessaires, qui permettent d'avoir, à mon sens, une transmission qui soit optimale, quoi, digne de ce nom. Et Cécile, que vous allez rencontrer aujourd'hui, fait partie de ces personnes-là. Je suis très heureuse de l'accueillir, de t'accueillir, et je le suis depuis plusieurs endroits de moi. Je le suis en tant que pédagogue pour les raisons que je viens de citer. Je le suis en tant que créatrice de contenu de formation parce que j'ai la chance que Cécile ait accepté d'intervenir dans la formation Dynamo. Et puis, je le suis aussi depuis une autre casquette, un autre rôle, c'est en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante d'un organisme de formation, parce que j'ai l'impression qu'il y a un écho très fort entre ce que je propose aux gens des milieux de mouvement, des milieux corporels avec pédagogie en mouvement, et ce que Cécile propose à des gens du milieu de la santé et du soin avec son organisme de formation pédagogie santé. Bonjour et bienvenue, Cécile Lemoteux. Bonjour Anne, c'est un plaisir d'être là, je me réjouis, je suis très contente de pouvoir échanger ce matin sur plein de thématiques, d'échanger avec toi, enfin c'est à chaque fois très riche. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Et tu, flattée. et tu sais que je minute l'échange parce que je me dis sinon c'est un épisode qui va durer Oui, 4h30, je tellement on sais. a de choses à se dire. La première question que j'ai envie de te poser, c'est vraiment de rentrer direct dans le vif du sujet. C'est qu'est-ce qui fait que tu transmets, avant qu'on découvre ton rapport à la pédagogie en tant que telle et ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu transmets, qu'est-ce qui t'habite, qu'est-ce qui te donne le goût à la transmission? Bah, en fait, le fait de transmettre, je crois que le premier truc qui me motive à transmettre, c'est en toute humilité, hein, c'est de me dire que j'ai une petite action dans le fait de pouvoir envoyer les gens par-delà d'eux. En fait, transmettre, moi j'aime bien, comme toi, le sens des mots. Et le fait de se dire que en fait, je peux essayer à mon niveau de permettre aux gens d'évoluer dans leur réflexion, d'évoluer dans leur positionnement, d'évoluer dans leur vision. Euh, En tout cas, d'avoir une action et de participer à l'évolution des personnes, d'un groupe de personnes, d'une profession dans un domaine que je connais. Et je crois que c'est ça qui me motive beaucoup à transmettre. Moi, j'ai
pu profiter dans ma vie de plein de personnes qui m'ont permis moi-même d'évoluer sur plein de plans. Je suis très curieuse et je me suis dit, mais c'est génial en fait de pouvoir à un moment faire partie d'un bout du chemin de quelqu'un. Et en fait, c'est ça, en fait, qui m'a amenée vers la transmission. Toute petite, moi, je voulais déjà être institutrice, euh, comme beaucoup peut-être d'enfants, mais j'avais déjà cette notion de me dire, ah là là, en fait, autour de moi, il y avait des personnes qui ont beaucoup évolué dans leur vie, d'où ils sont partis, d'où ils sont arrivés, et qui ont évolué grâce à eux et grâce aux gens qu'ils ont rencontrés. Et je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie d'être de ces gens-là, en fait, qui participent à aider les personnes. Enfin, c'est aussi dans le monde du soin, hein, on y reviendra, mais c'est un tout. Mais ouais, la transmission, pour moi, c'est ça. Ça vient de là. Et ça veut dire que dans ton parcours, tu as eu des Monsieur Romain. Monsieur Romain, c'était mon prof d'histoire géo. Tu sais, on avait 13-14 ans. C'était la seule classe qui était avec une disposition des tables en U. Tu sais, on n'était pas les uns Mmh. derrière les autres. Il nous vous voyait du haut de nos 13-14 ans. Bon, alors, Debris, qu'est-ce que vous en pensez? Avec son physique de rugbyman un peu. Ouais. Et en fait, j'étais folle dingue amoureuse en fait de ce prof, mais parce que, pas de façon classique, mais parce qu'en fait, il participait à construire des individus. Et je crois que j'en étais consciente en temps réel à un certain endroit de moi. Et du coup, je me dis, est-ce que toi, tu as eu des Monsieur Romain dans ta vie? Ouais, moi j'ai eu, quand tu me parles de ça, en fait, j'ai eu, je pense à deux Monsieur Romain et un très perso et un pro. Très perso, en fait, c'est mon grand-père. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui ne savait pas bien lire, ne savait pas bien compter et qui, quand j'étais petite, m'a beaucoup appris à lire, en fait, et appris à compter en me disant, moi, j'ai appris tellement de choses dans ma vie que j'ai envie que toi, tu gardes la trace de ça. Et ça, si tu veux, bien sûr, hein, c'est plein d'affect, mais je me suis dit, mais quelle humilité, quelle qualité de se dire, j'ai appris des trucs, j'ai pas envie que ça reste pour moi et j'ai envie de le passer aux autres. Et donc ça, c'est mon monsieur Romain à moi, très affectif. Et puis mon deuxième monsieur Romain, c'est j'ai repris pas mal de fois mes études dans ma vie et parmi celles-ci, il y avait un responsable de formation quand j'ai fait l'école des cadres qui s'appelle Monsieur Stévenin, qui est Philippe Stévenin, qui est toujours vivant et qui fait encore pas mal de choses, qui est à la retraite. Et en fait, j'ai vraiment, euh, ça m'a bouleversée en fait cette rencontre parce que j'ai trouvé qu'il s'intéressait vraiment à l'autre, qu'il cherchait pas à nous imposer des règles ou nous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il nous interrogeait beaucoup, il nous mettait beaucoup dans le doute et il nous donnait les billes pour que nous-mêmes, on essaye de trouver les choses par nous-mêmes, de trouver les chemins qu'on voulait prendre, tu vois, de devenir autonome en fait, de nous laisser faire en fait avec beaucoup de confiance. Et ça, c'est mon monsieur Romain qui m'a inspiré énormément et ça reste encore quelqu'un, ça fait longtemps, mais ça reste encore quelqu'un de très précieux dans ma mémoire. Voilà. Il le sait? Oui, il le sait, j'ai eu Ah. l'occasion de lui dire de vive voix, même si lui m'a dit ah bon? Mais non, vous savez, ce que vous avez appris, fait, etc., mis en place, c'est vous. Voilà, j'en étais sûre. Et je lui ai dit, c'est moi, mais grâce à vous, en fait. Mmh. Sans vous, je pense que je ne serais pas le moi d'aujourd'hui. Bon, ça, il l'entend, il le prend avec beaucoup de recul en se disant, oh non, je pense pas. Mais si, je le sais. Si, si, j'en suis persuadée. Mais tu vois, ça m'interroge à deux endroits. Si on part sur le grand-père, ton grand-père, il y a le côté être un peu passeur de savoir, comme si Tout à finalement les fait. choses, elles ne nous appartenaient pas complètement. Et je me dis comment toi, à l'heure actuelle, en tant que pédagogue, tu te situes par rapport à ça? Parce que je trouve que les savoirs nous appartiennent pas complètement, enfin, sauf si on crée quelque chose ex nihilo, Hein. mais les savoir-faire un peu plus, parce qu'ils ont notre patte. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça? Alors, oui, par rapport à ce que tu dis, moi, je, je n'imagine pas que, en fait, je n'ai jamais imaginé que ce que j'avais compris, en fait, c'est surtout ça, que ce que j'avais réussi à comprendre dans ma vie professionnelle sur plein de thématiques, je ne puisse pas en faire profiter les autres. Et ça ne veut pas dire que je leur dis, voilà, les gars, j'ai tout compris et voilà comment ça se passe et je vous explique le truc et faites comme ça. C'est que je leur dis,
regardez quel est le plaisir de comprendre. Regardez ce que ça donne d'accéder à ce nouveau regard ou au fait de voir les choses différemment, quelle richesse ça ouvre. Et tu vois, je suis pas tant sur... alors, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que de pas transmettre ou être passeur d'une recette particulière qui va être facile à faire, hein. C'est pas compliqué de dire bah ça, j'ai plein d'expérience, c'est comme ça qu'il faut le faire, les gens vont le prendre et tout, mais ils n'auront pas. Moi, j'ai vraiment l'intention de montrer aux gens que en fait, c'est la compréhension en fait et de mettre les conditions pour qu'en fait eux-mêmes ils se disent ah ouais c'est vachement chouette et tiens j'ai une idée. Et moi, la meilleure récompense que j'ai quand je fais des formations, c'est quand les personnes me disent oh, ça m'a donné envie. Tiens, j'ai une idée. Et si on faisait comme ça? Et je leur dis mais c'est génial, mais oui, super. Voilà. Et après, bien sûr, il y a des savoir-faire bah, qu'on acquiert, qu'on apprend, que je vais quand même transmettre et passer. Mais en soi, je ne trouve pas que ma mission, elle est acquise à ce moment-là parce que ça aide les gens, mais c'est pas l'objectif, tu vois, que je me fixe forcément. Et je fais le lien avec le côté humain aussi, sur, la personne, tu la vois éclore finalement dans qui, elle est, avec l'humilité, la modestie de se dire: ça lui appartient». On sait qu'on a été des petites lumières quoi sur le chemin de l'autre, mais Mhm. c'est l'autre qui fait son chemin. Et comment ça j'en reviens à monsieur Stévenin, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à Ouais, fait. finalement, est-ce que c'est une part d'humilité sur laquelle tu travailles ou pas? Tu vois, dans la relation pédagogique, comment ça Alors se joue oui, pour toi? moi quand ah oui, bah, j'ai beaucoup travaillé dessus. En fait, moi pour ceux qui m'ont connue, donc moi j'ai, 51 ans, j'ai commencé à faire des formations, j'avais une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans. Pour ceux qui m'ont connue à l'époque où j'avais 30 ans et si toutefois ils écoutent, ils doivent se dire: «Mais c'est pas la même Cécile qu'on a connue». En fait, moi j'étais pas du tout, moi quand j'ai commencé la formation, j'avais besoin, de transmettre, donc ce que je savais, ce que je connaissais et cetera, mais comme une forme de je cherchais quelque part comme une forme de reconnaissance, de légitimité, donc j'étais vraiment dans une, on va dire une transmission, heu, «Faites comme moi». Qu'est-ce que c'est bien de faire comme moi, heu et puis, la vision que j'ai, des choses, oh, j'ai bossé dessus, je pense que elle est pas mal, quoi. Voilà. Et en fait, je me suis heurtée, j'ai eu pas mal de limites à ce truc-là ou de déceptions ou de retours et qui m'ont fait beaucoup me remettre en question, là-dessus. Et donc maintenant, j'ai aucun problème, en fait, à me dire que, je ne suis que, un point de passage, en fait, je dis souvent un guide. En fait, je guide mais des fois, la personne, elle a pas besoin d'être guidée beaucoup. En fait, je suis juste là pour lui dire: «Ouais, c'est une bonne idée, en fait. Ouais, c'est un bon chemin. Tiens, celui-là, je l'aurais pas pris, mais il me paraît pas mal, on y va. Allez, hop, hop, hop». Et donc finalement, elle se retrouve parfois devant moi, plus que de derrière moi. Tu vois? Je pense que je réponds à ta question. Oui. Et ça, oui, l'humilité, c'est-à-dire, heu, il y a un formateur, il y a pas longtemps, qui m'a dit, «Le propre d'un formateur, c'est de travailler à son inutilité». Et moi, j'ai trouvé cette phrase c'est tout à fait ce que je voulais dire. En fait, c'est ça. C'est pas d'être humble au sens, je sers à rien, ils en savent plus que moi et tout. Non, et à un moment, faut être quand même, conscient de ses compétences, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu, de ses qualités. Voilà. Mais, le propre d'un formateur, pour moi, c'est d'être présent et l'objectif, il est OK, il est réussi quand, en fait, on s'efface et que la personne, elle avance, elle a plus besoin de nous. Et ça, voilà, je trouve que c'est ça le sens même, tu vois, de la On transmission. on est destiné à, à disparaître de la vie de l'autre, Oui, tout à quelque fait. part. Moi, j'ai Mmh. toujours l'image de, il y a une moitié de moi qui est normande, la côte d'Albâtre et je me vois toujours, en haut d'une falaise de crêpes, puis tu vois, de voir l'envol de l'autre, en fait et toi, tu restes sur le haut de la falaise, mais c'est ça, je trouve, le propre de la pédagogie. C'est C'est parce qu'il y exactement a ça. Et ça demande beaucoup de travailler sur soi parce que parfois quand on est formateur, heu, au début,
on n'imagine pas avoir cette place-là. On imagine avoir une place centrale. On imagine que les gens ils viennent pour nous écouter, pour nous copier, pour nous ressembler. Et ça nous va bien. Et c'est peut-être qu'on vient chercher aussi à un moment de notre vie. Et puis, avec le temps, l'âge, l'expérience, etc., c'est bien aussi d'être sur le côté et de voir les gens passer et partir et de les voir évoluer. Moi, je trouve que c'est hyper motivant, en fait. C'est hyper riche. Et tu sais, quand on parle d'humilité, je trouve qu'il y en a aussi à oser dire, il y a 20 ans, j'enseignais pas comme ça, en fait. J'étais, entre guillemets, pas la même personne, pas la même pédagogue. Et c'est OK, en fait. Bah Moi, oui. de se dire, c'est justement parce qu'on évolue qu'on est un ou une bonne pédagogue. Et de pas avoir peur d'oser dire qu'il y a des choses qu'on sait pas faire, qu'on n'a pas su faire, qu'on apprend. Et tu sais, toi, tu le dis souvent et on est d'accord là-dessus, le fait que la pédagogie au sens large, c'est pas quelque chose où on va se lever le matin, on va se dire, ah, les gars, j'ai tout compris à la pédagogie. Moi, j'ai lu 25 bouquins de pédagogie. J'ai fait un master en sciences de la pédagogie. J'ai fait un DU en pédagogie. Enfin, les gars, je comprends tout. En fait, oui, on a de la théorie, très bien, peut-être. Mais on n'a pas la pédagogie, c'est-à-dire tout ce cheminement-là, d'arriver à se positionner, à se positionner soi différemment pour mettre en valeur l'autre. En fait, c'est ça pour moi. C'est mettre en valeur l'autre et se rester pas dans l'ombre, tu vois, mais ne pas mettre la lumière sur soi, en fait. Rester pleinement dans l'ombre. Oui, Tu vois. exactement ça. Avec grandeur dans l'ombre. Exactement. Et de se dire, je suis bien dans l'ombre et c'est mon rôle, en fait, et c'est mon job. Et c'est chouette, en fait. Ouais. Mais et dans l'ombre, tu l'as pas toujours été parce qu'en fait, tu parlais de cheminement, mais au départ, toi, tu es kinésithérapeute. Mm. Qu'est-ce qui déjà t'a amené vers le soin? Et après, qu'est-ce qui t'a amené vers l'enseignement? Ça a été des moments charnières, des rencontres, un cheminement? Euh, alors, vers le soin, ça a été un peu comme une évidence parce que j'avais, petite et adolescente déjà, envie de m'occuper des autres. Alors, sous quelle forme? J'en savais rien, mais j'avais envie d'être utile, de m'occuper des autres, de les aider. Enfin, j'étais dans cette démarche-là, j'ai toujours été comme ça. C'est probablement lié à mon éducation, aux choses que j'ai pu, vivre quand j'étais petite. Donc j'avais vraiment envie d'aider. Et pourquoi le soin? En fait, au début, moi, quand j'étais petite, je voulais être prof de sport. J'adorais, le corps, j'adorais, l'activité sportive, et cetera, et je me disais: «Ouais, je vais être prof de sport». Ça collait bien avec, les trucs qui m'animaient. J'avais 12-13 ans, et cetera. Puis je me suis rendu compte que finalement, prof de sport, il y avait des capacités physiques que j'avais peut-être pas et que c'était peut-être pas le truc qui m'irait le mieux. Et en fait, voilà, c'est des rencontres qui font que me tourner vers des professions de soins qui s'occupent du corps, ouais, ça cochait pas mal de cases, même si à l'époque, on est très jeune, on n'a pas de maturité forcément, on a 15 ans, il faut faire des choix. Mais je me disais, ça coche pas mal. Et la profession qui s'occupait du corps, moi, je voulais pas faire médecin, je voulais pas. Voilà, j'ai dit, mais en fait, moi, je veux m'occuper du corps. Et c'est là aussi, on a un point commun là-dessus. Et le métier finalement de kinésithérapeute, il est arrivé de manière très évidente. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est une profession qui s'occupe, alors à l'époque, hein, dans la représentation, qui s'occupe des corps des autres, qui les aide à aller mieux, où il y a de l'aide, il y a de l'accompagnement. Où il y a un côté un petit peu aussi sportif, entre guillemets, c'est-à-dire on peut faire des choses aussi très intéressantes en termes d'entraînement. Enfin voilà. Et je me suis retrouvée là-dedans et je me suis arrivée dans le soin. Au départ, sans trop savoir tout ce qui m'attendait, parce qu'il y avait plein de visions du soin que je n'avais pas, hein. C'est-à-dire que, voilà, on ne soigne pas que des gens qui vont bien, on ne soigne pas que des gens qui vont guérir, on ne soigne pas que par ses mains, on soigne beaucoup par l'écoute aussi, par le fait d'être disponible, par le fait, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé en tant que kiné dans des secteurs où les personnes étaient gravement atteintes, avec des pathologies lourdes, des jeunes qui avaient eu un accident de voiture, un accident de moto, qui étaient paraplégiques à vie, qui étaient tétraplégiques, des gens âgés, des gens qui avaient des AVC, enfin des choses qui marquent une vie.
Et du coup, il faut développer beaucoup plus de compétences que juste bien savoir poser ses mains sur le corps, en fait, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Donc ça, c'est le soin. Voilà. Et ça a participé, le fait que ça soit des gens gravement atteints, justement, à te questionner sur ton rôle à toi, Ah oui, à commencer à prendre ce recul-là dans le lien humain, finalement? oui, tout à fait, parce que en fait, quand on s'occupe de ces patients-là, on les a pendant des semaines, des mois, voire des années. Moi, ça m'est arrivé de suivre des patients pendant 1 ou 2 ans en centre de rééducation, hein. Ça veut dire qu'on les voit tous les jours, on les voit peut-être 2 fois par jour, tout le temps, tous les mois, pendant des mois. Et donc forcément, la relation qui se crée à ce moment-là, elle est particulière, elle est unique. Et en fait, on se fourvoie parfois dans cette relation. On apprend beaucoup parce qu'on ne sait pas forcément bien se positionner au départ, trouver sa place. On reste le soignant. On n'est pas autre chose que le soignant, mais pour autant, on ne doit pas être à distance non plus. Et ça aide beaucoup à forger l'impact de ses mots sur la personne, l'impact de sa posture, la manière, notre non-verbal, la posture qu'on a, l'impact de sa propre, comment dire, de ses propres émotions. En fait, le jour où on arrive au boulot, on est en centre de rééducation et que soi-même on a des soucis, on peut avoir tendance à se dire: «Bon, je laisse mes soucis de côté, je vais m'occuper de mes patients, je suis la fille qui va bien, qui est souriante, faut quand même par rapport à eux, mes soucis, c'est rien». Et en fait, on se rend compte que ce côté un peu faux, les patients, ils le détectent assez vite et que finalement, ils nous apportent énormément et que finalement dire à un patient: «Bah, vous savez, aujourd'hui, je vais pas très bien», face à quelqu'un qui, pour le coup, a beaucoup plus de problèmes que nous, heu, ça les met dans une posture de nous aider. Et ça leur redonne à eux une place, aussi Waouh! dans la société. Tu vois? De se dire, en fait, c'est des vraies relations fortes, hein, qui se créent et qui nous forgent aussi, qui nous font grandir, qui nous marquent beaucoup, hein. C'est-à-dire que enfin voilà, donc oui, si je m'étais occupée peut-être de patients, alors je ne sais pas, hein, parce que je ne l'ai pas vécu, mais si je m'étais peut-être occupée de patients que j'avais suivis beaucoup moins longtemps, avec des pathologies qui les marquaient peut-être moins dans leur vie, en tout cas en termes d'impact psychologique et physique et on va dire professionnel et voilà. Peut-être que j'aurais pas, développé, cette réflexion-là, probablement d'ailleurs. Je veux bien que tu nous dises, mais peut-être je le garde pour plus tard, si Non, dis-moi? le parallèle que tu fais entre la relation thérapeutique et la relation pédagogique. Tu sais, un peu le jeu des 7 différences, des 7 ressemblances, quoi. Ben, il y a beaucoup de points communs parce qu'en fait et c'est pour ça que finalement, aller vers la formation, c'est c'est tellement naturel parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. La relation pédagogique, c'est-à-dire, le fait d'accompagner, de ce qu'on disait tout à l'heure, de faire en sorte qu'une personne se développe, s'autonomise, c'est la même chose dans le soin. Donc en fait, il y a des choses qu'on a développées avec nos patients, en fait, sur lesquelles qu'on utilise en fait avec, les apprenants. Enfin, c'est le même, c'est du même ordre, en fait, cette chose-là. Le fait que, avec un patient, on est obligé, si on veut faire une rééducation dans mon univers qui est efficace, on est obligé de s'intéresser à lui. On est obligé de comprendre ce qu'il veut, ses objectifs, comment il fonctionne, de quoi il a besoin. Ben, c'est pareil, en formation, en fait, hein. La formation, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour les gens. Donc si on s'intéresse pas à eux, ben, forcément, on passe à côté de l'essentiel. Donc pour moi, les soignants, en tout cas les soignants rééducateurs, hein, je fais un parallèle, mais ceux qui suivent des patients au long cours, qui ont une place particulière dans l'accompagnement des handicaps, l'accompagnement d'une personne dans ses jours bien, dans ses jours moins bien, dans le fait de l'aider à essayer de reprendre sa vie qu'elle avait avant, mais différemment. En fait, on développe des compétences et des qualités qui nous sont essentielles en formation. Donc, le transfert, il se fait, il faut juste l'identifier parce que souvent on ne le sait pas. Mais finalement, en formation, heu, on utilise les mêmes choses. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de points communs. Et en même temps, il y a des différences
Parce que quand on enseigne, on n'est pas non plus là pour soigner l'autre, quoi, quelque part, même si on peut avoir un impact, je le disais en introduction, qui est colossal sur la vie de l'autre. Je me dis, qu'est-ce que tu dirais quand même à des personnes qui sont non pas dans la santé, dans le soin, mais dans le mouvement, Mmh. des coachs, des profs, etc., pour éviter justement qu'il y ait cette dérive de j'ai suivi une formation de 3 semaines pour être prof de yoga et maintenant je vais faire de la yoga thérapie et je sais mieux que, que toi ce qui va être bon pour toi. Tu sais, avec tout l'aura qu'on peut avoir quand on enseigne le mouvement et les dérives que ça peut amener. Parce que ça, pour moi, c'est un sacré point de vigilance en fait à avoir. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, c'est de réfléchir alors je sais pas s'il y a un conseil, mais c'est de réfléchir à l'intention. C'est-à-dire pourquoi on fait de la formation? Est-ce qu'on fait de la formation, par exemple, je vais être prof de yoga. Quand je dis la formation, c'est, avoir des cours de yoga, et cetera. Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Est-ce que je cherche à ce que les personnes, hem, finalement, viennent à mes cours, mais finalement, c'est une intention qui est centrée sur moi? C'est-à-dire, c'est pour moi, c'est pour mon ego, c'est pour ce que je représente, c'est pour la légitimité que ça me donne, c'est pour, les bénéfices que j'en tire, les émotions que je ressens. Est-ce que c'est que pour ça? Ou est-ce que l'intention, elle est vraiment dans le fait de dire, bah, en fait, le yoga, par exemple, si on prend cet exemple, ça a plein de points positifs et moi, j'ai envie que ces personnes le découvrent et j'ai envie que ces personnes arrivent à, utiliser ce que je peux leur apprendre en yoga dans leur vie de tous les jours, tu vois, oui, à devenir autonome par rapport à cette pratique, et cetera et je trouve que l'intention, c'est là-dessus qu'il faut enfin, pour répondre à ta question, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir au moment où on fait des cours, même avec des enfants, des adultes et cetera et que si on fait les choses pour soi, il y a des chances pour qu'on fasse pas de la pédagogie, en fait. C'est-à-dire, on va faire des Hmm. cours, on va transmettre, hein, il y a pas de souci. Mais enfin, pour moi, on n'est pas pédagogue. On n'est vraiment pas dans, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'accompagner, de guider, de permettre aux gens de se développer. Heu, voilà, c'est de réfléchir bien à l'attention de pourquoi on fait les choses. Mmh. Merci. Si on revient à ton parcours, donc là, on a découvert comment tu es arrivé dans le soin. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait après être dans la transmission? En fait, quand j'étais, soignante, on accueillait beaucoup d'étudiants en stage. Donc, finalement, quand on est soignant, on est souvent tuteur ou tutrice de stage. Donc on a des professionnels, enfin des futurs professionnels qui viennent se former sur le terrain avec nous et ça fait partie de nos missions, et c'est normal, qu'on les accompagne là-dessus. Et je me suis dit en fait, j'ai toujours été très attachée à la qualité des soins. Alors ça paraît peut-être bateau quand on dit ça, et peut-être que déontologiquement, je ne devrais pas le dire, mais il y a quand même il peut y avoir des soignants qui, ne sont pas forcément attachés à la qualité des soins qu'ils prodiguent et moi, c'est quelque chose qui était pour moi essentiel et je me suis dit: «Mais en fait, pour qu'une qualité des soins heu, soit bonne, il faut que les professionnels de santé aient les outils et les manières de voir les choses et la réflexion nécessaires pour amener ça et donc, bah, en fait, je vais peut-être aller à la source et c'est comme ça que je suis allée à la formation. C'est que je me suis dit que participer à la formation, à la source des futurs professionnels de santé, indirectement, à mon petit niveau, je pouvais peut-être avoir un impact sur la qualité des soins que ces professionnels allaient prodiguer plus tard, en leur faisant profiter et de ce que j'ai appris et de mon expérience, heu et surtout de cette capacité à savoir prendre des décisions et à savoir, réagir de manière adéquate et avoir des valeurs de soignant. Moi j'avais, je pense que c'est en référence à monsieur Romain de mon grand-père, tout à l'heure, c'est-à-dire un partage de valeurs. C'est-à-dire que plus pour moi, il est plus important d'arriver à partager et à transmettre des valeurs, que du contenu pur. Voilà et donc Ça, naturellement, je suis allée vers la ouais. formation en fait, assez naturellement, tu vois? À cause de ça. Enfin grâce à Mais, ça. c- mais ça veut dire que ça t'a demandé d'aller creuser justement sur tes propres valeurs, d'avoir Bien ce sûr. recul-là par rapport Oui. à ta propre pratique? Oui et c'est pour ça que je disais tout à l'heure mon deuxième monsieur Romain, monsieur Stévenin. En fait, quand j'ai fait kiné, donc j'ai été kiné et puis après j'avais envie
justement, j'avais envie de pouvoir participer à plus grande échelle, enfin, d'avoir plus de responsabilités pour pouvoir agir un petit peu plus. Et donc, à l'époque, pour pouvoir avoir des responsabilités supplémentaires, il fallait reprendre ses études pour devenir ce qu'on appelle cadre de santé. Donc, ça veut dire gérer une équipe ou faire cours dans des enfin, dans des instituts, etc. Enfin, il fallait avoir un diplôme. Donc, on prend ses études pendant 1 an. Et c'est dans le cadre de ces études-là que j'ai rencontré Monsieur Stelnin. Et c'est grâce à lui, mais bien sûr à toute la formation, en fait, à toute l'équipe, enfin à tous les formateurs, où eux, leur job premier, ça n'a pas été de nous apprendre à être cadre de santé avec des recettes, de comment on manage, comment on fait ci, ça a été que de nous remettre en question. En fait, que de faire un pas de côté, nous permettre de nous remettre en question, regarder comment on fonctionnait, comment on réfléchissait. Moi, ça a été un gros choc, en fait, quand je suis arrivée dans cette formation. J'étais jeune, hein, quel âge j'avais? J'avais, ouais, pas loin de 30 ans. Hem, Finalement, pour moi, j'avais compris la vie. Voilà, comme on peut être à cet âge-là. Pour moi, c'était clair. Voilà, j'avais compris, j'avais un avis sur un truc, c'était forcément le bon avis. Enfin, je veux dire, comment on pouvait voir les choses différemment? Et je suis arrivée dans cette formation et eux, toute l'année, leur job, ça a été de déconstruire tout ce qu'on pensait en nous mettant en débat, en voyant que tout le monde pensait différemment et que tout le monde avait une bonne raison de penser différemment. Et là, ça atteint soi. C'est-à-dire, on se dit, mais en fait, ce que je pensais, c'est pas forcément la vérité. Ce que je pensais, c'est pas forcément ce qui se passe peut-être complètement. Il y a plein d'autres manières de voir les choses que je ne voyais pas. Et donc là, ça a fait un gros travail de remise en question sur qui on est, les valeurs qu'on a, ce qu'on veut faire, ce qu'il y a derrière, tu vois, et c'est cette phase-là qui a fait que j'ai été capable de prendre du recul et de me poser des questions sur, quelles valeurs, pourquoi, comment et que du coup j'ai fait cadre de santé, mais en fait, ensuite j'ai été rapidement vers la formation. Parce qu'en fait le déclic, il s'est fait à ce moment-là. Et le moment où tu es directrice d'un institut de formation, Mmh. il est arrivé finalement comment cet endroit-là? Et je me posais la question en préparant l'interview, je me disais: «Mais est-ce que ça t'a demandé de faire de la pédagogie, de ta propre pédagogie?» Tu sais, d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on choisit de travailler comme ça? Mmh. Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai été formatrice et cetera dans un institut de formation et puis, à aucun moment j'avais comme projet de devenir la directrice de cet institut, en fait. C'était pas dans mes projets professionnels parce que j'ai vraiment très orienté, enfin voilà, formation et je me plaisais beaucoup. Et après, c'est des circonstances, professionnelles qui ont fait que des postes se sont libérés. Il y a des évolutions et de la même manière, on se dit: «Tiens, le poste s'est libéré et là, il y a peut-être un train qui est en train de passer devant moi dans lequel je vais monter parce que là, j'ai encore une fois peut-être accès à un levier où, encore une fois, je vais pouvoir participer à une plus grande échelle que l'échelle que j'avais en tant que formatrice, à une plus grande échelle, à, essayer voilà, de former des futurs professionnels de santé en amenant une certaine manière de voir les choses, enfin voilà, voilà, de mettre en forme des idées que j'avais et des idées voilà, qui me tenaient à cœur et des valeurs qui me tenaient à cœur. Donc j'ai pris ce poste-là, heu et en fait, je dirais alors rapidement, mais hem, ce poste-là, il m'a pas convenu. Hem, mais ça, je peux le dire maintenant. Ce poste-là, il m'a pas convenu parce que finalement, heu, être directrice, en tout cas gérer une équipe, et cetera, être directrice, ça nous sort de la formation. Moi, j'étais directrice et j'avais tenu dans mon poste à toujours donner des cours, à toujours être auprès des étudiants, et cetera. Et finalement, ça m'a emmenée dans une espèce de schizophrénie, ce qui fait que j'étais formatrice, mais je ne retrouvais pas, la posture de formateur et ce qui me plaisait dans la formation, comme on a pu le dire maintenant, parce que les étudiants me mettaient la casquette de directrice avec tout ce que ça sous-entend comme représentation et croyance et finalement je ne retrouvais pas cette alliance pédagogique, ce lien, cette relation particulière d'accompagnement et finalement, ça m'a pas plu du tout, voilà et donc ce qui fait que ça m'a aussi permis, avec le recul, de me dire: «Mais en fait, ça, c'est pas pour moi». Finalement, j'ai voulu accéder à un niveau où, oui, j'avais plus de levier et encore,
Mais finalement, c'est pas ça qui m'anime et c'est pas comme ça que je vais y arriver. Et pour répondre à ta question sur est-ce que j'ai dû faire de la pédagogie, de ma pédagogie, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on retombe un peu dans les mêmes travers. Au moment où on prend son poste de direction, on se dit, j'ai une équipe de formateurs, euh, je vais essayer, ça serait bien qu'ils fassent comme j'ai envie que ça se fasse. Voilà, on retombe dans les mêmes travers qu'avec les patients, qu'avec les apprenants du début. Mais en fait, ça, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, bah, les formateurs, euh, 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 tant qu'ils adhèrent pas eux-mêmes au sens même des actions et des valeurs, bah, on a beau leur dire, ça serait bien de faire comme ça, j'aimerais qu'on fasse comme ça, on va faire comme ça dorénavant. Bah, en fait, ils font, mais sans en être convaincus. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact et d'efficacité. Donc, finalement, mon job, je suis restée 4 ans, ça n'a pas été de faire de la pédagogie de ma pédagogie, ça a été, encore une fois, de leur faire prendre conscience qu'il y avait d'autres manières de faire et que dans ces autres manières de faire, il y avait peut-être des manières qui étaient plus favorables pour les apprenants et pour les étudiants et que d'eux-mêmes, moi, la satisfaction, c'était quand d'eux-mêmes, ils me disaient, oh, mais si on faisait comme ça serait vachement bien quand même. Et moi, ce truc-là, je l'avais en tête depuis des mois. Et je disais, oui, c'est une très bonne idée. Bravo, c'est bien. Voilà, mon job, ça a été ça. Mais c'est très difficile, en fait. C'est pas simple. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Anne. Absolument, mais Voilà. moi, ce qui me marque, en fait, c'est le retour au terrain. Oui, Parce que, tu sais, la pédagogie, je trouve qu'on peut élaborer une pensée, il faut le faire en fait, hein. Il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de faire, prendre du recul, avoir le sens de la responsabilité, etc. Mais à un moment donné, comme on dit, si on veut planter un arbre, faut creuser un trou dans la terre. Et oui, donc, il faut se relever les manches, il faut y aller. Et c'est rare aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, de trouver une personne qui questionne profondément la pédagogie, mais qui reste très euh, comment dire, ancré terre à terre sur le terrain et sur les oui. outils très concrets, quoi. Il suffit pas juste d'élaborer une Non. pensée. On se relève les manches, quoi. Ah oui, et en fait, je pense que c'est ce qui... tu vois, moi, je croise beaucoup dans mon univers de personnes qui ont beaucoup de connaissances en pédagogie. Alors, en sciences de l'éducation, on va dire ça comme ça, des universitaires, etc. Euh, mais qui, en fait, n'arrivent pas à les mettre en application sur le terrain. C'est-à-dire que la théorie, c'est une chose, mais ça fait pas tout. L'expérience que de terrain, c'est une chose, mais ça fait pas tout non plus. Et en fait, l'alliance des deux, la théorie nous permet de comprendre le terrain, et le terrain, il nous permet de remettre en perspective la théorie. Et ça, qu'est-ce que c'est riche? Mais ça, il faut du temps. C'est-à-dire, moi, il m'a fallu 20 ans pour arriver à... Et encore, je continue, hein, je n'ai pas fini. Mais voilà, à faire ces liens-là, à avoir ce recul-là. Enfin voilà, c'est pas évident, c'est Il y, pas simple. Mm. il y a des exemples concrets que tu peux citer entre ce qui t'a été donné dans la théorie et puis ce qui se passe dans la pratique. Euh, Ce qui m'a été donné dans la théorie, je donne un exemple qui va peut-être faire bondir des personnes, mais ça a été de dire, voilà, il y a certaines, alors je vais mettre des mots, mais des théories de l'apprentissage, il y a certaines manières de faire de la pédagogie qui sont beaucoup plus favorables pour les apprenants, pour leur mémorisation, etc., pour leur développement, etc. Et sous-entendu, il y a des théories de la pédagogie, enfin, des théories de l'apprentissage, elles sont nulles, elles sont pas bonnes, etc. Et donc, dans la théorie, on vous incite à faire plutôt des choses très collaboratives, très constructives, pour que les gens construisent eux-mêmes leur apprentissage, apprennent, etc. Ouais, sauf que sur le terrain, ben, en fait, les apprenants, pour pouvoir construire leurs apprentissages par eux-mêmes, pour pouvoir collaborer efficacement, trouver des idées, avoir envie d'aller eux-mêmes lire des choses, faire des choses, ben, il faut qu'ils aient une certaine autonomie, une certaine maturité, qu'ils aient compris pas mal de choses. Et tant qu'ils n'en sont pas là, eh ben, on rame. Et donc, les autres théories de l'apprentissage, elles sont quand même pas achetées à la poubelle et elles sont très utiles si on les emploie de manière raisonnée à des moments précis d'une formation, par exemple. Je parle d'une formation là de plusieurs années en institut, mais ça peut être une formation de 2 jours, une formation de 5 heures. Euh, En fait, l'idée, c'est, tu vois, c'est ça, c'est l'écart entre ce qu'on nous recommande
et la capacité à se dire, OK, ça, on me dit que c'est bien, et ça a été prouvé, donc je sais que c'est mieux, enfin, que c'est bien, que ça a des vraies conséquences positives, mais c'est pas pour autant que le reste, il faut le mettre à la poubelle. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les gens qui disent, ouais, les anciens profs, ils font comme ça et c'était nul. Bah, les gars, oui, tout n'est pas parfait, mais peut-être que tout n'est pas non plus à jeter et que ce qu'on dit maintenant qui est nouveau, c'est ou voilà ou récent, il y a peut-être aussi des limites et des points négatifs en fait et que c'est pas non voilà. Donc un écart, si tu veux, je suis peut-être pas assez concrète, tu me dis, mais c'est vrai, ça c'est un écart fort, c'est-à-dire que moi je me suis heurtée à des cours où j'ai voulu les faire d'une certaine manière. Et en fait, ça n'a pas du tout pris, ça n'a pas du tout été efficace parce qu'en fait, j'avais pas bien évalué où en étaient les apprenants et je faisais un truc qui leur correspondait pas, quoi, du tout. Mm. Donc, voilà. Ça, je trouve ça terrible. Pour moi, ça va avec aussi une bien-pensance institutionnelle parfois. Moi, je viens du milieu de la danse, j'ai un DE de prof de danse. Alors, en effet, on avait des cours à la fac sur les grands courants pédagogiques. Oui, quand tu as 15 gamins face à toi, 2 qui se curent le nez, 3 qui grimpent au rideau, 2 qui sautent partout, etc. Comment je me sors de ce merdier? Il me faut Exactement. des outils, en fait, peu Oui. importe les grands courants pédagogiques, de comment je sors de là. Et après, l'autre chose, c'est que c'est un milieu où, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la démonstration, ben, c'était un peu péjoratif. Et ça me fait sourire, tu sais, ou de danser avec, ou de faire comme. Et quand on a appris à parler, hein, on nous a pas mis un tableau devant le. On a répété des sons. Ça fait des millénaires que le mouvement, il se transmet par le mouvement, et avant ça même, je pense, par la musique. Donc, pas par le verbe, quoi, tu vois. Mhm. Et je me disais, c'est comme si c'était un gros mot, en fait. Comme si ça, ah mon Dieu, comme on réfléchit à la façon de transmettre, ça qui est très presque instinctif, en fait, faut plus le faire. Ouais, Comme je suis. si, ouais, comme si élaborer une pensée sur la pédagogie retirait ce qui est très premier, ce qui passe par le corps, c'est fou, hein. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, ça me fait quoi? Deux choses. La première, c'est que moi, je croise beaucoup de formateurs qui finalement euh, font les choses depuis des années sans avoir de bagage ou d'avoir fait de formation, d'accompagnement particulier. Ils font les choses à l'instinct. C'est les premiers mots qu'ils me disent. Ouais, mais ça, je le fais à l'instinct parce que je sens que ça fonctionne, je sens que ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, mais je le fais à l'instinct. Et en fait, ce qu'ils viennent chercher, c'est d'être validé. C'est-à-dire de dire, j'ai besoin de comprendre si déjà, bon, ce que je fais à l'instinct, j'ai l'impression que ça marche. Pourquoi ça marche? C'est une bonne idée, pas idée. Et la plupart du temps, il faut suivre son instinct. Enfin, moi, je trouve que, voilà, faut à un moment, faut aussi faire ce qu'on ressent comme étant le truc bien même si on n'est pas dans les clous de ce qu'on nous a raconté, parce que bon, beaucoup de théories, souvent, euh, s'appuient sur, de plus en plus sur des études scientifiques en sciences de l'éducation, etc. Il n'y a pas photo. Mais on est dans des études avec des contextes où on va mettre 20 apprenants, etc. Quand vous vous retrouvez face à un amphi où il y a 500 étudiants, quand vous vous retrouvez face à des étudiants qui sont en petit comité mais qui n'ont pas envie d'être là, qui pensent qu'à une chose ou qui dorment ou qui... voilà. Bref, ça c'est le quotidien. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'en fait la théorie, elle ne nous apprend pas la relation. Elle nous apprend pas la posture, elle nous apprend pas l'autorité éducative, elle nous apprend pas ces choses-là. C'est-à-dire qu'elle nous amène des pistes de réflexion, mais on nous apprend pas à comment je vais créer une dynamique de groupe positive, comment je vais rentrer au moment où je rentre dans la classe ou dans la salle de cours, comment je dois me comporter pour que c'est un effet positif. Elle nous apprend pas à gérer un conflit, elle nous apprend pas à savoir qu'est-ce qu'un étudiant ou quelqu'un, enfin, un apprenant me contredit, me dit je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites et part un peu. Elle nous apprend là à dire ce qu'il faut faire? Non. Et ça, je trouve que ça s'apprend par le terrain et aussi parce qu'on lit des choses puis que ça nous pose des questions. Mais on n'a pas de recette en fait. Donc pour moi, la théorie, c'est bien, mais il y a ses limites. Voilà. Et comme tu dis, c'est rare que l'on questionne tout ce qui se joue d'un point de vue de l'humain. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi cet écueil, je trouve, à la fois on fait à l'instinct et à la fois ça laisse à penser que la pédagogie, c'est un truc qui s'apprendrait pas, tu vois, que ça Hum, serait un petit peu inné, etc. Mais il y a un truc entre les deux, quoi. ouais, je suis bien d'accord. Tu sais, moi, je croise dans le monde des professionnels de la santé, je croise beaucoup de professionnels de santé qui sont recrutés pour faire des cours ou des formations continues, etc. Pas pour leur qualité pédagogique, mais pour leur expertise clinique. C'est-à-dire, c'est des très bons médecins, enfin, des kinés très spécialisés, qui ont fait plein de formations, qui prennent des patients, enfin, qui sont très
compétents dans le domaine dans lequel on demande de former. Et ils se disent, bah donc, je serai un bon formateur ou une bonne formatrice. Et ils font leur première formation et leur premier cours. Et finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Pourquoi ça ne se passe pas comme prévu? Parce qu'en fait, l'expertise du fond de ce qu'on apprend, je reprends toi ton exemple tout à l'heure de prof de yoga, j'ai beau connaître vachement bien le yoga, tout connaître des postures, tout avoir compris, mais je peux être vraiment en très grande difficulté pour arriver à transmettre, pour arriver à faire ce que les gens fassent, pour créer une dynamique de groupe qui soit favorable, pour essayer d'expliquer au mieux les choses. En fait, j'y arrive pas. Parce que ça, c'est des compétences propres et ça s'apprend. Moi, j'ai croisé plein de gens qui me disent, ouais, la pédagogie, ça sert à rien. On l'est ou on l'est pas. On l'est ou on l'est pas. Hein, ça, tu vois, tu connais bien ça. On Ah, l'est ou on l'est pas. ça me défrise. Ah là là! Ah là là. Et donc, moi, aussi, je trouve que dans ce qu'on fait toutes les deux dans nos domaines parallèles, c'est aussi d'arriver à faire prendre conscience aux formateurs que il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent, qui n'auront pas grâce à leur expertise de fond de la formation, des choses qui s'apprennent, des choses qui se comprennent, puis des choses qui se vivent et qui se discutent et qui s'échangent, et que c'est dur en fait être formateur. C'est un métier Mmh. hyper exigeant à cause de l'humain. Mmh. Sinon, on fait une vidéo, tu vois, on s'enregistre, on se fait une petite capsule vidéo, on explique 3 trucs. On n'a aucun humain devant nous qui vont nous poser des questions, qui vont nous dire: «Je suis pas d'accord», qui vont nous dire: «J'ai rien compris», qui vont faire du bruit, tout ça. On balance son truc, hop, hop, ça pour moi, c'est pas de la formation. Tu sais, j'ai vu ça dans le milieu de l'entrepreneuriat sur, développer votre formation en ligne, que vous soyez, tu sais, menuisier, naturopathe, machin, et cetera. Bah, là aussi, ça me redéfrise. Pour les gens qui n'ont pas l'image, j'ai les cheveux très bouclés Voilà. et de nature et ça me sidère à chaque fois parce que je me dis: «Mais tu peux être un super menuisier ou faire du taekwondo depuis, 3e dan de je sais même pas si c'est des dan, ceinture noire, de ce qu'on veut, mais c'est pas ça qui donne la capacité à transmettre». Non. Et je trouve aussi que souvent ce qui est confondu, donc c'est cette expertise de la matière elle-même, avec aussi donc la capacité à transmettre, mais aussi avec l'expérience. Et l'expérience et l'expertise, pour moi, c'est pas la même chose. Non. Parce que ça peut faire 30 ans qu'on enseigne un truc et que c'est le même truc et que ça foire littéralement depuis 30 ans, qu'on s'en rende Ouais. compte ou pas. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'expérience, ça amène du vécu. Mais si on n'en fait rien de cette expérience, c'est-à-dire que si on ne la remet pas en perspective, si on ne s'interroge pas, si on ne l'analyse pas, c'est pas parce que ça fait 10 ans que je plante des fleurs dans mon jardin, ça fait 10 ans qu'elles ne poussent pas. Bon, à un moment, je peux continuer à les planter comme je les plante, hein, elles ne vont pas pousser. Donc à un moment, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ne pousse pas si je les plantais autrement. Bon, pourquoi on ne ferait pas pareil sur ces pratiques professionnelles? Pour moi, c'est la base. Donc, c'est pas parce qu'on dit, moi, ça fait 30 ans que je suis formateur, donc les gars, je sais faire. Non. En fait, oui, peut-être, mais pas forcément. Et moi, je trouve Mais que c'est cette capacité, tu vois, à, à analyser sa pratique qui fait l'expertise, à mon avis. Et pourquoi, à ton avis, les gens le font peu dans le milieu de l'enseignement, toutes disciplines confondues? Moi, je suis plus à évoluer, les auditeurs, auditrices vont plus être, je pense, dans le milieu du mouvement. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas faire ça, en fait? Est-ce que c'est parce qu'on a un diplôme initial, conséquent ou pas, de se dire: «Bon, ben ça, c'est bon, je sais». Tu vois? Est-ce que c'est une forme de suffisance? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est parce qu'on a, l'appréhension que quelqu'un vienne regarder notre façon de faire, tu vois? Mais je me dis, moi, par exemple, je suis formatrice, de prof, je suis moi-même une supervision, en l'occurrence avec toi. Mais de se dire: «Bah non, en fait, j'ai besoin aussi d'échanger sur la pédagogie, de remettre en question ma propre pratique, de continuer à avancer, sans avoir peur». Peut-être ça demande aussi de la bouteille, tu vois? J'aurais jamais fait ça moi non plus il y a 20 ans. Oui, je pense que c'est un peu tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut déjà avoir conscience qu'il y a besoin de le faire. Et avoir conscience qu'on a besoin de se poser les questions, d'analyser. Mais analyser, ça ne veut pas dire, il y a de la peur aussi. Analyser, ça ne veut pas dire que on va se rendre compte que tout ce qu'on fait, c'est nul. Au contraire, on va se rendre compte que la plupart des choses qu'on va faire, c'est top, et ça valide, et ça fait beaucoup de bien, et ça remotive. Et pour moi, c'est un levier de motivation d'arriver à se dire: «Tiens, je vais analyser parce que finalement, on va peut-être me renvoyer des trucs positifs en disant: "Ça, c'est nickel", ça fait du bien de l'entendre". Hem, donc oui, je pense qu'il y a de la peur aussi. Hem et puis je pense que la
enfin, je sais pas, dans le milieu du mouvement, j'imagine qu'on a un diplôme qui nous dit vous êtes prof de danse, vous êtes prof de yoga. Enfin, je pense que ça se passe comme ça. Donc, on se dit, bah, je suis prof. En fait, j'ai le statut social de prof. Donc, bah, j'ai pas forcément à me remettre en question. Euh, enfin, en France, en tout cas, on voit pas passer souvent des choses où on se dit, tiens, tous les profs euh, en général doivent faire, tu sais, une remise à niveau tous les 5 ans. Il y a des choses où, tu vois, récemment, je sais que tu te remettais à niveau sur, par exemple, un diplôme de secourisme. Bon, bah ça paraît, on se dit, bah oui, mes trucs de secourisme, je vais me remettre à niveau pour être sûr d'être efficace. Oui, bah et alors, pourquoi on ne ferait pas ça dans des milieux, mais pas que la formation, autre. En fait, je trouve qu'il n'y a pas une culture de ça. En fait, on fait des formations pour apprendre encore plus, mais on fait rarement des formations pour se remettre en question. Enfin, tu vois, moi, c'est comme ça que je l'explique. Et probablement avec tout ce que tu as cité tout à l'heure, hein. Mais je pense que c'est pas, on n'est pas dans des conditions qui nous amènent à faire ça. Et puis les formations que moi je vois les gens suivre, c'est des formations qui sont liées au mouvement. Oui, C'est pas des formations qui sont liées à la transmission. oui. Et C'est encore une, rare. oui, je Ouais. suis d'accord. Et encore une fois, parce que on se dit que oh, faire un cours, j'ai vu tellement de profs faire des cours quand moi-même j'étais étudiant, moi-même j'étais en formation, ça paraît pas compliqué. En fait, c'est ça aussi. Je pense que les gens ont une vision du ah, ça paraît pas compliqué du moment qu'on connaît bien le fond de sa formation, quand même le transmettre. On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. On n'imagine pas les enjeux qu'il y a derrière. On n'imagine pas les réflexions qu'il peut y avoir derrière. Et justement, quand on a suivi une formation ou un cours euh, où on se dit, oh, bah oui, ça paraît facile, c'est souvent qu'on a eu soit quelqu'un de très pédagogue et on s'est même pas rendu compte de la complexité du truc tellement c'était fluide. Et on se dit, oh, ça a l'air facile, donc je suis capable de le faire. Et on se trompe, en toute humilité, hein, mais on va se tromper. Non, il y a de la méthode. Il y a de la méthode, il y a des outils. Enfin voilà, c'est un métier. En fait, donner des cours, c'est un vrai métier. Et c'est ça, tu vois, c'est finalement que les gens ne se rendent pas compte qu'ils changent de métier. C'est-à-dire que, enfin, comment dire, ils font de la danse, ils font du yoga, etc. Ils sont très bons dans la danse, dans le yoga. Souvent, ils sont eux-mêmes, voilà, ils pratiquent le yoga, ils pratiquent de la danse, etc. Puis ils deviennent profs, mais ils changent de métier à ce moment-là. En fait, ils deviennent profs. Et ce changement de métier, ben, c'est pas le tout de savoir super bien danser, d'être prof de danse. Ça se base pas que là-dessus. Et, euh, et moi, je pense que pour revenir au milieu de la santé, pour ceux qui nous écoutent, je ne pense pas que ça vous viendrait à l'idée d'aller voir un médecin, un kiné, un chirurgien qui ne s'est jamais remis en question sur ses pratiques depuis 30 ans. Je pense que vous vous diriez, je suis pas sûre que ce soit nickel là dans ce qu'il va me dire, dans ce qu'il va me conseiller comme traitement. Moi, j'ai bien envie d'avoir celui qui s'est remis en question, a fait un congrès. Enfin voilà, hein, les gars. Bah voilà. Donc la logique, je pense que tout le monde la comprend. Comment ça, ils désinfectent pas avant d'ouvrir? Par exemple. Est-ce que tu peux donner non, 3 siècles en arrière, est-ce que tu peux donner des exemples très concrets sur comment analyser sa propre pratique? Je vais te questionner sur les biais cognitifs, ce sur Mhm. quoi tu interviens dans la formation Dynamo. Est-ce que tu peux, oui, donner des exemples vraiment très concrets sur comment est-ce qu'on peut se remettre en question? Alors, en fait, il faut. Alors, déjà, la base, c'est se remettre en question, c'est pas forcément aller voir ce qui va pas. Ça, j'insiste parce que souvent, on se dit, oh là là, je vais me remettre en question et puis ça va dégringoler et je vais devoir tout refaire. Non, se remettre en question, c'est s'auto-évaluer. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez moi et qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Et sur les biais cognitifs, bah, c'est tout simplement se poser la question, est-ce que parfois, quand je suis amenée à prendre des décisions en formation, par exemple dans un cours, des choses où je ne les ai pas anticipées, ces choses-là, des interactions humaines, vous voyez, un conflit, quelqu'un qui est indiscipliné dans mon cours, ma fatigue, des questions qu'on me pose, je ne les ai pas anticipées, tout ça. Donc ça va me demander une décision. Vous voyez, dans mon cerveau, je vais devoir répondre assez vite, agir assez vite, parce que la situation, elle est là et je ne peux pas la laisser, je ne peux pas dire, bon, ben ça, je verrai demain comment je lui réponds. Non, c'est tout de suite, maintenant, dans l'instant. Et donc, à ce moment-là, c'est de se poser la question, est-ce que je ne suis pas influencée? Au moment où je prends ma décision, mon action, là, au moment où je décide de réagir d'une certaine manière, qu'est-ce qui me fait agir comme ça?
Et si on se dit, ah, j'agis beaucoup en fait en fonction de mon émotion, j'agis beaucoup en fonction de l'avis que je pose sur l'autre, j'agis beaucoup en fonction de ce que je ne veux pas qu'il m'arrive à moi, c'est-à-dire je veux garder mon autorité, donc voilà, je vais. Bah, souvent, c'est qu'en fait, on agit par rapport à des choses qui amènent beaucoup de biais, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément très réfléchies et qui vont nous faire porter des jugements qui vont être faux. C'est-à-dire qu'on va se dire, je dis pas n'importe quoi, quelqu'un, vous avez un cours et puis quelqu'un arrive systématiquement en retard à ce cours, 10 minutes en retard à chaque fois. Vous pourriez avoir tendance à vous dire, hein, il ou elle arrive tout le temps en retard, c'est donc qu'il en a rien à faire, qu'il me respecte pas, qu'il s'en fout du truc, et gna gna gna. Et vous allez peut-être avoir un comportement relativement fermé ou négatif, ou en tout cas un jugement de dire, bon, cet élève-là, bon, il avait qu'à arriver à l'heure, je vais m'en occuper un peu moins bien, ou je vais pas non plus dépenser mon énergie pour cette personne, parce que bon, il pourrait quand même arriver à l'heure, c'est le moindre des choses. Bon, bref, quand on fait ça, vous avez raison de penser ça, mais quelque part, la manière dont c'est des jugements en fait qui n'ont pas de socle fondé. C'est-à-dire que cette personne, elle arrive peut-être en retard à chaque fois pour plein d'autres raisons que le manque de respect, le non-intérêt, la non-compétence, la non-motivation. Et ça, on n'est pas capable de le voir parce que d'emblée, voilà, on agit comme ça. Donc, je dirais se poser des questions en disant, finalement, quand j'ai des décisions à prendre, la manière dont j'interagis avec les humains dans mon cours, dans ma formation, est-ce que euh, c'est beaucoup mes émotions qui régissent en fait mes actions. Est-ce que finalement j'ai un regard assez global? Est-ce que je suis capable de me dire que ce que je pense, c'est pas tout à fait peut-être la vérité? Est-ce que je suis capable de rester neutre dans mes décisions? Même les élèves ou les personnes où je me dis il n'y a pas trop de feeling avec eux, je leur donne la même qualité de formation qu'à d'autres. Ou est-ce que je privilégie ceux qui me ressemblent, ceux que j'aime bien, ceux avec qui on a des points communs? Ah bah eux, je vais être vachement sympa, je vais passer beaucoup plus de temps à les corriger, je vais les emmener un peu plus loin que les autres. Bon bah tout ça, ça fait partie des biais cognitifs qui font que la qualité pédagogique d'ensemble, elle n'est pas équitable entre les apprenants. Euh, Elle n'amène pas les gens au même niveau et elle peut même avoir un impact sur le fait que quelqu'un se démotive ou performe moins bien parce qu'en fait, il ressent tout ça. Et je me permets de préciser qu'il y a un biais cognitif qui est de penser que l'on n'a pas soi-même de biais, Ah bah que oui, l'on est neutre par essence. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter dire non, mais moi je ne suis pas comme ça. Bien sûr, si la personne arrive en retard, je comprends sa situation. oui. Non, par expérience. En fait, vous savez, il y a un biais qui s'appelle, enfin, peu importe le nom, mais que plus je connais de choses, plus je doute. Moins je connais de choses, plus je suis sûre de moi. Mais généralement, quand on est très sûr de soi, c'est souvent qu'on a beaucoup de biais et que on a besoin du coup de prendre du recul. Généralement, plus on apprend, plus on voit les choses différemment, plus on se pose de questions, plus on analyse, plus on doute de ce qu'on fait. Et le doute, c'est extrêmement positif en fait, parce que le doute, on va pouvoir y réfléchir, on va amener des réponses. Euh, et le doute, c'est pas mauvais en fait. On va se dire, bah ok, je doute, donc je fais comme ça pour cette raison. Et au moins, on sait pourquoi on le fait. Et, et voilà. Et se Et, dire, non, moi les gars, les biais cognitifs, c'est tout le temps, c'est présent, et que même quand on les connaît beaucoup, qu'on y est sensibilisé, on est tout le temps influencé par les biais cognitifs. Donc, c'est pas possible de se dire, non, moi les gars, je suis nickel. Bah moi, bon, en déclaratif peut-être, en réel, je pense pas. c'est ça. Et ramener du doute à l'endroit de la façon de faire dans l'humain et analyser ses propres biais, ça ne retire pas, c'est important qu'on se le dise, ça ne retire pas l'endroit de la légitimité pédagogique, au Ah non. contraire. Au Hein, parce que les contraire. gens peuvent se dire, ah là là, du coup, si je doute tout le temps, etc., mais je ne suis pas légitime. Et le défaut de légitimité, tu sais, Cécile, les gens vont se reconnaître dedans parce que pour accompagner des professionnels du mouvement depuis des décennies, il y a beaucoup ce défaut de légitimité de soi vis-à-vis de soi-même, mais qui vient, je pense, aussi d'un défaut de légitimité sociale. Ah On oui. n'a pas beaucoup de reconnaissance sociale. Tu sais, c'est Hein. t'es musicien, mais c'est un vrai, bon, c'est un vrai métier. Tu vois, c'est le pilate, mais tu gagnes ta vie avec. Tu vois, donner des cours, franchement, enfin, c'est facile, hein. Moi aussi, je peux donner des cours de judo, un entraînement, tu vois. Non, eh ben non. Oui.
Ah bah, de toute façon, la légitimité, elle est fondée sur... l- c'est super subjectif. C'est les impressions qu'on a euh, sur nous-mêmes. Et c'est des impressions. J'ai l'impression que je suis bonne ou pas bonne. J'ai l'impression que je suis compétente ou pas. J'ai l'impression que je suis sympa ou pas. Enfin, c'est que des impressions, donc c'est absolument très subjectif. Et puis c'est aussi la place qu'on nous laisse, et c'est exactement ce que tu dis, la place qu'on nous laisse, la place qu'on nous donne aussi dans la société, dans une entreprise, euh, que nous donnent les apprenants aussi. Voilà. Et en fait, le doute, bah, enfin, c'est plus, euh, comment vous dire, c'est plus sécurisant pour un formateur de montrer quelqu'un qui ne doute pas, en disant voilà, moi je sais ce que je fais, etc. Euh, c'est très sécurisant pour soi parce qu'en fait, on donne une image de quelqu'un qui est très sûr de soi, qui connaît bien les trucs. Et donc en face, on va avoir des gens qui disent waouh, génial, waouh, je vais vachement apprendre. Mais vous allez emmener des gens vers des trucs où ils veulent vous ressembler, ils veulent faire comme vous, ils veulent vous imiter. Et l'intention, elle n'est pas de les autonomiser, en fait, qui trouvent eux-mêmes leur chemin. En revanche, si vous dites, bah, écoutez, face à cette situation, je ne sais pas, et puis on va réfléchir ensemble. Et puis, vous savez, il n'y a pas de recette toute faite. Peut-être vous pouvez faire comme ça, peut-être vous pouvez faire comme ça. Tiens, qu'est-ce qui vous plaît le mieux, vous, au fait, etc. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah, en fait, vous voyez que c'est beaucoup moins sécurisant pour un formateur parce on est plus en live, j'allais dire, en direct, tu vois. Mais pour des gens qui apprennent, je trouve que ça ouvre plus de perspectives, ça les considère eux-mêmes plus comme des adultes, enfin des adultes ou en tout cas qu'ils ont une place, ils ont un rôle à jouer, ils ont des décisions à prendre, ils sont acteurs en fait du truc, ils font pas que suivre. Donc voilà. Tu parlais, Cécile, tout à l'heure de changer de métier. Tu sais, Mm, quand on a une expertise dans un domaine et qu'après on transmet, c'est un autre métier. mm, J'allais dire changer de métier, tu l'as fait plusieurs fois. oui. Et maintenant, tu diriges un organisme de formation que tu as créé. Mm. Et je veux bien que tu nous en parles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a motivé à créer Pédagogie Santé? Pourquoi ça s'appelle Pédagogie Santé? Et comment tu jongles avec cette autre casquette, force à toi, entre la pédagogue formatrice et puis l'entrepreneur? Et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont s'y reconnaître aussi, même si elles n'ont pas un organisme de formation, mais d'avoir une salle, de gérer une association, etc. C'est Ouais, vraiment des doubles casquettes, quoi. ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a fait créer mon organisme de formation? Bah, en fait, quand j'étais donc directrice d'institut, je ne m'y retrouvais pas dans ce que je voulais faire en termes de mes valeurs dont on parlait tout à l'heure. Je ne m'y retrouvais pas en termes d'autonomie, même si on se dit, oh, bah, un poste de directeur, on est forcément autonome et on est libre. Eh ben, que nenni, pensez-vous, on a beaucoup plus de contraintes que les autres. Euh, et donc, je m'y retrouvais pas du tout. Et en même temps, donc ça m'a poussé à me dire, bon, j'ai envie de faire ce que je veux, en fait, comme je l'entends, à ma manière, sans contrainte. Alors, sans contrainte, c'est un peu faux, voilà. Mais quand même, j'ai envie d'amener la manière dont j'ai envie de l'amener, avec les années que j'ai d'expérience et toutes les études que j'ai reprises, tout ça. Ouais, je suis prête pour dire, voilà, j'ai une manière de voir les choses, de faire les choses, et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et j'ai plus envie d'avoir des gens qui me disent, non, ça sera pas comme ça sera autrement. Donc ça a été l'idée. Ça a été aussi le constat que ben, c'est ce qu'on disait, que j'ai croisé énormément de formateurs à la fac, dans les instituts, tout ça, qui étaient des super experts cliniciens, des super médecins kinés, tout ça, mais qui n'avaient pas de compétences pédagogiques et qui n'avaient pas envie de se former à la pédagogie sur un truc long. Je vais passer des mois à me former, tout ça. C'est pas leur objet, c'est pas leur boulot principal et c'est normal. Mais il n'y avait pas d'offre forcément de formation adaptée pour eux, courte, qui leur permet d'avoir des bases en fait ou de analyser comment ils font leurs cours, comment ils font leur support de cours, comment ils gèrent un groupe. Enfin, il n'y avait pas ça. Et je me suis dit, mais il y a un besoin, en tout cas un besoin, et c'est là le défi que tu vas comprendre, un besoin non exprimé de leur part, mais visible par moi. Et ça a été le défi, de me dire, Ah bon? je vois le besoin, a priori, je suis pas sûre qu'ils le voient. Donc, je vais monter mon organisme de formation, parce que j'ai envie de me lancer là-dedans et que j'ai envie de déployer mon truc à moi en autonomie, enfin, voilà, d'être responsable des trucs qui m'arrivent, en fait, et de pas toujours voilà, de me dire au moins, si ça fonctionne pas, si ça va pas, si je peux pas, bah, au moins, c'est moi avec moi-même, et puis voilà.
et de me dire, il y a un besoin, et mon défi, c'est qu'ils se rendent compte du besoin, et que petit à petit, avec les formations, ils se disent, ah ouais, peut-être, il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà, donc c'est né comme ça. Et c'est pour ça que le poste de directrice, je disais, il était dur et il ne me correspondait pas, et j'y ai trouvé les limites et j'en ai bavé. Mais j'aurais jamais créé Pédagogie Santé si j'étais pas passée par ces 4 ans-là, parce que encore une fois, je ne me serais pas rendu compte de où j'étais, quand j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Donc, encore une fois, ça m'a passé dans la machine à brrrt. Vous savez, la machine à laver, moi, c'est comme ça que je dis, brrrt. J'ai fait un petit tour de machine à laver, là, dans le tambour. Je suis ressortie en me disant, ouais, alors, où je suis, où j'en suis, quand j'en suis, pourquoi, comment. Et j'ai retrouvé mon axe. Et ça a été ça. Donc, pédagogie santé, pourquoi ça s'appelle pédagogie santé? C'est devenu assez naturel. Pédagogie, parce que je voulais que le mot parle à tout le monde et qu'on se dise, OK, ça parle de pédagogie. Santé, parce que moi, c'est mon univers, en fait. C'est là-dedans que j'ai évolué et que j'évolue encore, et que je connais ça et je connais pas les autres mondes. Donc, je m'adresse aux gens de la santé qui exercent dans l'univers de la santé. Voilà. C'était quoi tes autres Les questions? sœurs, les sœurs jumelles, hein, on a T'as des vu? sœurs Mais c'est pour jumelles. ça que notre rencontre, je la trouve unique, elle est géniale, parce que on a beaucoup, beaucoup de points communs. Mm. Comment tu fais en sorte que les personnes se rendent compte qu'elles ont un besoin et qu'elles ne le savent pas? Parce que moi, je bute sur la même chose avec des gens qui sont dans l'enseignement du mouvement. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont chercher Oui, des formations dans leur domaine, mais jamais des formations à la pédagogie. Comme oui, si comme si ça se travaillait pas, comme si c'était, que de l'humain ou des tu sais, des facilités oui. humaines. Mais bon sang de crénante, bonsoir, c'est qu'il faut des outils, en fait. Il y a des gens, parfois, je les surprends et je vais jusqu'à même du détail de, tu sais, comment tu t'habilles. Tu le choisis, en fait, parce que si tu vas manier du matériel, je sais pas quoi, montrer des choses avec du matos, des balles, nanana, qui Mm. sont de couleur bleue, bah, je vais pas mettre un t-shirt bleu parce que le matériel va pas se détacher du fond. Mais même ce degré de détail-là, il est étudié, le rythme du Oui, discours, le choix des mots, etc. Et je me dis, mais les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Tu vois, ça non. m'a marqué, par exemple, la promo de Dynamo cette année, où à la fin, les gens ont dit, ah, mais il y a tout ça, en fait, dedans. Eh bien oui. Alors, comment faire pour que les gens s'en rendent compte? Au départ, si tu veux, au tout départ, et que c'est comme toi, j'ai cherché des moyens de les toucher, enfin de les toucher, pas physiquement, hein, d'accéder à eux par des moyens de communication où je posais des questions que j'ai entendues des milliers de fois par des formateurs dans mes différentes fonctions, boulots, métiers et tout ça, et en leur apportant des réponses, on va dire, qui pouvaient se dire, ah tiens, en fait, je fais pas à cette question-là, moi je fais pas comme ça. Tiens, il y a d'autres manières de voir. Tiens, c'est peut-être ça. Et ça, c'est passé beaucoup par les réseaux sociaux, où j'ai essayé de toucher les gens par ce biais-là, parce que en fait, il y a une partie des personnes que je peux toucher comme ça, où j'ai essayé de vulgariser des éléments en allant directement poser un peu la question que j'ai entendue, la question qui pique, en leur disant, bon, ben ça, et alors, et leur donner enfin, ma vision qui est construite, mais la vision des choses. Donc ça a permis un petit peu d'avoir des gens qui se sont dit, ah bah oui, en fait, ah bah c'est pas tout à fait comme ça. Ah bah en fait, je me rends compte que ça, je sais pas faire, ou que ça, tiens, je connais pas ce truc-là, ou tiens, je me suis jamais posé la question. Et donc ça, c'est pour attirer. Donc après, il y a plusieurs manières aussi, hein. Il y a les réseaux, voilà, on essaye de faire cette démarche-là, en fait, qui est de questionner les personnes, d'aller dans des regroupements de professionnels, des congrès, ou enfin bref, des regroupements où on va faire une petite intervention, on va avoir un petit stand, où on va essayer d'attirer les gens là-dessus, voilà. Et une fois qu'ils sont en formation, généralement, quand ils viennent parce qu'ils ont un besoin. Mais ils n'ont pas forcément, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, un besoin qui est de se remettre en question. Ils ont un besoin de venir chercher des recettes, des outils. Ils me disent, voilà, alors moi, je veux savoir faire un support de cours, je veux savoir gérer un groupe, et je veux savoir faire mon plan de cours nickel. Mm. Et en fait, non, enfin, moi, je ne vais pas leur donner des recettes, en fait. Je vais leur expliquer comment ça se passe, tout ça, pour qu'eux-mêmes se disent, ah ouais, tiens, j'ai cette idée-là d'outil. Ah tiens, ça, c'est une bonne idée, pour qu'ils fassent leur choix. Donc, en fait, les sensibiliser, c'est aussi, je fais un peu ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire, ouais, je remets un peu les gens en question, j'essaye d'analyser partir d'eux, partir de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi ils font comme ça, qui se questionnent,
et de leur amener soit d'autres visions, soit de leur montrer la limite de leur propre raisonnement pour qu'ils se disent, tiens, il y a peut-être un besoin à ce niveau-là. Voilà. Finalement, c'est augmenter le niveau de conscience. Oui, c'est exactement ça. C'est bien dit, Anne. Bravo. Moi, j'adore. Et est-ce que toi, justement, en créant ton organisme de formation, ça a aussi demandé des pas de recul supplémentaires Ah bah oui. en Oui, termes de niveau de conscience? Ah oui! bah, c'est encore une fois, mais je crois qu'on est. Alors, je dis on parce que je pense que je te connais un peu. On est formaté comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans avoir aucune expérience du truc. Encore une fois, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire les choses comme ça, donc avec un peu plus de recul et de maturité. Euh, et du coup, on fait des erreurs, mais c'est grâce à ça qu'on apprend. En fait, on se dit que ça peut marcher, cette manière-là de faire ou cette formation-là, et puis du coup, on se rend compte que non. Et encore une fois, on a besoin des autres, en fait, pour faire. Tu parlais des gens qui ont une salle, etc., ou qui veulent monter leur projet de prof, de yoga ou je ne sais quoi. En fait, l'erreur première qu'on peut faire, et j'ai vite tourné le truc, mais ou dans lequel on tombe, je trouve, c'est de se dire que on pense à la place des autres. C'est-à-dire qu'on connaît les besoins des autres et donc on va monter notre organisme de formation parce qu'on connaît le besoin des autres et qu'on va le faire. Et en fait, c'est d'aller vers les autres. Moi, j'ai beaucoup passé de temps à discuter avec les formateurs, à leur poser des questions, à savoir comment ils fonctionnaient, ce qu'ils auraient besoin, pourquoi, comment. Et c'est parce que je suis allée à la rencontre des cibles potentielles, on va dire que, et j'imagine que pour un prof de mouvement, bah, avant de monter sa salle, j'en sais rien, je parle de ce que je connais pas, mais avant de monter sa salle, avant de monter son organisme ou je ne sais quoi, bah, c'est de faire ce qu'on appelle l'étude de terrain, hein, c'est-à-dire est-ce que à qui je vais avoir affaire et pourquoi et comment et quelles idées ils vont me donner. Et en fait, c'est souvent les gens qui vous donnent des idées. Moi, j'ai récupéré beaucoup d'idées de gens qui m'ont dit, ah, ben tiens, si on faisait un truc, tu vois, si ça existait, ça serait vachement bien. Clic. Une idée, j'y avais pas pensé. C'est top. Voilà. Mais tu sais, même si on revient à un niveau très premier de donner des cours hebdomadaires, même si on ne gère pas une structure de rien Ouais. du tout, Mhm. c'est aussi assortir nos objectifs avec ce pourquoi viennent les personnes. Ah ben, c'est clair. Souvent, souvent l'exemple que je prends, c'est le Covid qui m'avait fait bouger là-dessus, mais que la personne, elle vienne à un cours de pilates, mais c'est même pas pour le mouvement, c'est pour se retrouver dans une salle avec des gens. Donc il y a un objectif qui est social, mais l'humain, il a besoin de l'autre. Ce Oui. n'est pas un sous-objectif que de venir à un cours de mouvement, non pas pour le mouvement, mais pour être en lien avec d'autres gens. Mhm. Je dis ça exprès, je pense que ça va peut-être piquer des personnes, parce qu'on se dit, bah non, on a envie que la personne, elle vienne pour suivre notre cours de pilates, on a des choses à lui amener, etc. Mais en fait, peut-être que la personne, elle vient pour toute autre chose, et c'est pas moins louable. Exactement. Mais par contre, c'est comment on assortit notre objectif avec celui qu'a la personne en venant, que l'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Exactement. Et c'est, tu vois, je fais le lien avec ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire l'intention, enfin, pour moi, enfin, elle doit être tournée vers l'autre. Si l'intention de son action de formation, de cours, de tout ce qu'on veut, elle est tournée vers soi, ben, on peut pas s'adapter aux autres. On peut pas faire un truc, enfin, on peut pas. Donc, on sécurise, on fait un truc qui est carré, et puis les gens, bah, ça plaît ou ça plaît pas, puis on avance, quoi. L'intention, pour moi, elle est tournée vers l'autre. Et pour moi, on peut pas, de toute façon, moi, j'ai jamais pris du plaisir quand j'étais kiné, n'importe quoi, dans n'importe quel métier, j'ai pas pris de plaisir toute seule. Vous voyez? C'est-à-dire sans l'autre. C'est-à-dire, j'ai besoin, je suis curieuse, je m'intéresse à l'autre, il pense quoi et pourquoi et comment et ça se passe comment et voilà. Et j'adore ça parce que j'apprends beaucoup et je m'adapte beaucoup. Et moi, c'est ce que je viens chercher, en fait. C'est aussi ce que je viens chercher qui me nourrit moi, en fait. Mm. À quelqu'un qui est prof et qui aurait envie de progresser, qui justement, au fil de l'épisode, acquiert ce niveau de conscience pour se dire j'ai envie et besoin de progresser, Mm. qu'est-ce que tu conseillerais à la fois en termes humains et à la fois en termes d'outils? En termes d'outils, je réfléchis. En termes d'outils, je pense que euh, je conseillerais, alors ça dépend dans quel contexte un formateur, un prof fait ses cours, mais je trouve que euh, de ne jamais oublier d'évaluer si les gens comprennent.
si les gens ont compris ce que vous vouliez leur expliquer, que ce soit un mouvement, une chorégraphie, je sais pas moi, une série de choses qu'ils doivent faire avec vous, en dehors de chez vous, enfin peu importe. Est-ce que à un moment, et très régulièrement, ils évaluent de manière très fiable, très concrète, que tous les gens, et pas un, tous les gens dans le groupe comprennent et c'est OK. Souvent, on ne le fait pas. Peut-être, on déroule son truc et puis on dit, voilà, on regarde vite fait, on se dit ça a l'air de suivre, c'est OK. Et en fait, non, vous en avez un tiers qui ne suit plus du tout. Donc, quand vous allez en rajouter en plus, bah, ça va être fini. Souvent, on va le faire et on va poser une question à la volée en disant c'est OK, tout le monde est OK, tout le monde a compris. Et puis, vous en avez trois qui répondent. Et les trois qui répondent, c'est souvent ceux qui vont vous dire oui, ouais, c'est bon. C'est ça. Et on en a trois au fond qui vont. Et encore, ça veut dire que là, la question, elle était adressée aux autres. Parce que tu sais, il y a un petit Oui, gimmick dans les cours de mouvement, c'est quand on dit ça va. Et en fait, le ça va, à qui on pose la question? À soi-même. toi. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Et cette question à la volée de style, bon, tout le monde a compris, tout le monde suit, on enchaîne. Et en fait, généralement, ceux qui sont en difficulté, c'est rare quand ils vont être dans des conditions pour dire, ah non, moi, rien du tout, au secours. Un, parce que bah, ils s'exposent, ils n'aiment pas, ils se disent, ouais, moi, les autres, ils ont l'air d'avoir compris, pas moi, je suis nul. Deux, ils se disent, ouais, si je dis ça, ça va encore faire retarder le cours. Oh là là, je vais passer pour celle qui fait galérer le truc et tout et tout. Je vais me débrouiller. Et puis ceux qui surestiment leur truc, voilà. Donc Il y a pensez, ça aussi. voilà, pensez à évaluer. Évaluer, ça veut dire, alors ça dépend de ce que vous apprenez, mais faire répéter aux gens, les faire refaire et vous, vous les observez, vous validez chacun d'entre eux. C'est-à-dire pour moi, un prof, pédagogue, c'est quelqu'un qui laisse jamais quelqu'un au bord du chemin. C'est facile de faire des cours à des gens qui suivent, qui sont super bons, qui sont hyper motivés, tout ça, mais ça, enfin, entre nous, c'est pas compliqué. Par contre, être sûr que la totalité des gens du groupe acquièrent le même niveau, ça, c'est difficile. Et donc, nous, on est là pour aller chercher ceux qui ont besoin. Donc, ça serait l'outil. On va dire, j'ai pas vraiment, tu vois, un outil concret, mais enfin, c'est vraiment ça. C'est se méfier de ça. Et puis, tu m'as dit dans la relation, euh, moi, j'ai envie de dire, pensez que dès lors que vous entrez dans la pièce, dans le lieu où il y a les apprenants, vous êtes déjà dans votre job de formateur. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Alors même, vous n'avez même pas ouvert la bouche, ou en tout cas, vous n'avez même pas commencé votre cours. Parce qu'en fait, beaucoup de gens vont mettre des représentations sur vous. Ils vous voient, tu dis, parlais tout à l'heure des habits, mais ils voient comment vous êtes habillé, ils voient comment vous bougez, ils voient l'âge que vous avez, ils voient le genre que vous êtes, ils voient comment vous les regardez, si vous les regardez pas, tatati, tatata. Et moi, je peux croiser souvent des formateurs qui entrent dans la salle sans avoir conscience de ça. Ils rentrent, ils sont pas spécialement ouverts, vous voyez, ils sont dans leur monde, donc ils sont pas encore dans le job formateur. Donc ils rentrent dans la salle, ils sont pas spécialement avenants, ils disent pas spécialement bonjour, ils se tournent pas potentiellement vers les apprenants qui sont déjà là un petit peu. Ils rentrent, ils sont préoccupés, ils sont dans leur truc, le cours qu'ils vont donner, ils s'installent, ils bougent, machin. Et là, les gens les regardent, les voient, ils se disent, waouh, ce que je suis en train de voir là, bah, peut-être ça me motive pas, peut-être j'ai l'impression qu'en fait ils s'en foutent et elle s'en fout de moi, enfin elle ne prend pas en compte. Et tout ça, ça va avoir des impacts sur la motivation à vous écouter, à rester captivé, etc. Donc peut-être dites-vous que dès que vous rentrez, c'est comme le théâtre. Pour moi, c'est comme le théâtre. Il y a beaucoup de formateurs qui font de l'impro. Ça peut beaucoup vous aider d'ailleurs à faire de l'impro en cours pour vous aider à développer ça. C'est dès que je rentre finalement dans ma salle, bah, je suis exposée. Donc, c'est un peu, bah, ça y est. Alors, ça ne veut pas dire que j'en fais des caisses, mais je fais attention à mon regard, je fais attention à mon bonjour, je fais attention à la manière dont je bouge, à ce que je veux impulser. Si j'ai envie de mettre des échanges avec les apprenants, bah, peut-être que assez rapidement, je vais aller vers eux. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui, ça se passe bien tout, puis je vais aller m'installer après. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Faites-y attention parce que souvent, bah, par exemple, on n'en a pas conscience et ça a pourtant un impact important sur la dynamique de groupe. Merci. Est-ce qu'il y a une phrase qui résume pour toi la pédagogie? Ouais, il y en a une. Tiens, je l'ai devant moi, sur un petit cadre. Je vais la lire. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En fait, c'est Marc. Tu veux expliquer pourquoi? Ouais. Oui, c'est Mark Twain, c'est un auteur qui a dit ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Pour moi, la pédagogie, c'est justement, ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, il n'y a pas eu de frein, de barrière, de comment dire,
de se dire je suis OK, je suis prête à finalement, quand on forme les autres, mais nous, on est altérés aussi dans la relation. Et donc, il n'y a pas de souci pour moi, c'est-à-dire que je vais vers un peu de l'inconnu. Je vais peut-être me faire un peu secouer pendant le cours. Je sais pas trop ce qui va m'arriver parce que je vais être dans les échanges et peut-être que je sais pas trop si ça va le faire, si on va vraiment faire ce que j'ai prévu de faire. Il y a des cours où on a prévu de faire un truc, puis finalement, on fait pas ce qu'on avait prévu parce que on s'est adapté au groupe. Et c'est ça la phrase, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est juste de se dire, euh, euh, ne mettez pas trop de barrières, ne mettez pas des rails trop fermes, acceptez de vous-même être altéré un peu par le groupe. Je trouve qu'il n'y a pas de relation humaine si on demande de la remise en question aux autres, on en a aussi. Il n'y a pas de relation humaine dans la formation sans soi-même être capable de soi-même se remettre en question, de dire je ne sais pas. Bah là, vous voyez, vous me posez une question. Bah, en fait, je ne sais pas. Mais je vais aller chercher, c'est mon job. Mais là, je ne sais pas dire. Peut-être, vous voyez, d'exprimer son doute, d'exprimer ses émotions. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Cécile, on te retrouve pour la séance sur les biais cognitifs au sein Oui. de la formation Dynamo. Donc ça, c'est chez Pédagogie en Mouvement. Mais on te retrouve avec Pédagogie Santé. Si on a envie d'aller voir ce que tu fais, où est-ce qu'on se dirige? Alors, pour Pédagogie Santé, bah, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur le nom Pédagogie Santé, le logo, c'est une chouette avec un chapeau de prof sur la tête. Alors, j'explique rapidement, la chouette, c'est parce que je suis à Dijon physiquement. Et donc, la chouette, c'est le symbole de Dijon, aux couleurs cassis et moutarde de la Bourgogne, bref. Voilà. Donc sur Instagram, sur LinkedIn, vous pouvez aussi me contacter, mais c'est à mon nom, donc Cécile Lemoteux. Voilà. Et puis sinon, j'ai un site internet, Pédagogie Santé. Donc aussi, vous me retrouvez à ce moment-là pour voir un petit peu qui je suis et ce que je peux proposer et la manière dont je peux vulgariser certaines choses. Voilà. Et l'étendue de ton parcours. Oui, mon chemin à moi. Ouais, ton cheminement. Merci Mm. beaucoup en tout cas de nous avoir offert une petite fenêtre au sein de laquelle tu as pu partager des endroits de ce cheminement. C'est un plaisir de t'entendre. Merci infiniment, Cécile. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup, Anne, pour cet échange, pour ton écoute, pour aussi nos échanges très intéressants, parce que c'est rare, et je tiens à le redire, tu le disais au début, mais c'est rare de trouver une personne avec qui on peut partager tout, c'est-à-dire partager professionnellement ce qui va, ce qui va pas. Vous voyez, le off, et ça, c'est très riche. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez l'occasion de pouvoir partager avec un père, PAIR, ce que vous faites et vos difficultés et vos limites et tout, mais faites-le et c'est très riche. Et merci beaucoup, Anne, de ces échanges et de ton invitation et de ton dynamisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.andebryi.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.